Ce livre, piou, c'est une déflagration. Je l'ai refermé et je suis restée collée. Sans voix. Vraiment. On parle bien de Limonov, d'Emmanuel Carrère. Oui. Et c'est pas juste une biographie, hein. C'est une plongée. Une vraie plongée dans la vie d'un homme qui a un condensé de toutes les contradictions du siècle dernier. Une immersion dans l'âme russe. Le mot qui vient, c'est électrique. On suit Édouard Limonov. Enfin, son vrai nom, c'est Savenko. Limonov, c'est son nom de guerre. Ça vient du mot russe pour grenade. Et on est projeté direct dans le chaos de sa vie, voyou en Ukraine, poète adulé dans le Moscou underground de Brejnev, et puis clochard à New York. Chaque étape est une vie en soi. Et c'est là que ça devient complètement dingue. C'est l'histoire d'un homme qui fonde un parti ultranationaliste, le Parti national bolchevique, avec un drapeau qui mélange la faucille et le marteau avec l'esthétique nazie. C'est ça qui est insensé, n'est-ce pas? Mais attends, ce même homme, la plus grande journaliste dissidente de Russie, Anna Politkovskaya, le considérait comme un héros de la démocratie. Absolument. Et derrière tout ça, il y a une seule quête, une seule obsession. Comment un type, parti de rien, peut marquer l'histoire, quitte à devenir un monstre. Pour essayer de comprendre, il faut remonter à l'origine. Carrère nous plonge en Ukraine juste après la guerre. L'enfance de Limonov, elle est marquée par une chose, la honte. La honte d'être un moins que rien dans une ville de province un peu paumée. C'est ça. On sent que tout part de là, de cette blessure. Et elle est incarnée par deux figures. D'abord, il y a le père, Oui, un militaire de bas étage. un loser, comme Limonov le décrira lui-même. Pas un héros de guerre, non, juste un petit officier qui n'a jamais vraiment combattu. Et cette absence d'héroïsme paternel, ça va le hanter toute sa vie. Il va vouloir être tout ce que son père n'a pas été. Exactement. Et en face de ce père un peu effacé, il y a la mère, Raya. Et là, l'ambiance n'est pas la même. Pas du tout, non. C'est une femme dure, sans pitié. C'est elle qui lui donne sa seule règle de vie, si on peut dire. Carrère retranscrit cette phrase qu'elle lui répète, et elle est glaçante. Elle lui dit « N'oublie pas, petite Edichka, les hommes sont des lâches, des salauds, et ils te tueront si tu ne te tiens pas prêt à frapper le premier. Cette phrase, c'est son logiciel de base, le code source du personnage. Toute sa vie ne sera qu'une application de ce principe. Frapper le premier. » Contre la société, contre l'ennui, contre l'oubli. Voilà. Contre l'humiliation. Et avec ça en tête, on se doute qu'il ne va pas rester petit voyou en Ukraine très longtemps. Moscou, c'était la suite logique, non? La scène parfaite pour un provocateur. Exactement. On le retrouve là-bas dans les années 70. Le petit Edichka est devenu un petit délinquant, mais aussi un poète. Et il devient très vite l'idole de tout le milieu underground soviétique. Ce qui est fascinant, c'est qu'il est à l'opposé total de l'image qu'on a des dissidents de l'époque. On pense à des figures graves, morales, comme Solzhenitsyn. Mhm. Que Limonov, lui, traite ouvertement de vieux con. Mm. Il le méprise. Pour lui, Solzhenitsyn, c'est le passé. Lui, il est jeune, il est sexy, il est violent dans ses textes. C'est une sorte de rockstar, le Johnny Rotten russe avant l'heure. Et Carrère décrit cette période moscovite, et c'est incroyable. On est en pleine grisaille brejnevienne, la pénurie, la paranoïa. Et au milieu de ça, Limonov et sa femme, la sublime Elena, Un mannequin? un mannequin, ils vivent comme des stars. Ils incarnent un glamour, une liberté totalement impensable pour l'époque. Ils sont le scandale, ils sont la vie au milieu d'un empire qui se meurt. Ils sont persuadés que le monde leur appartient. Et donc ils décident de partir. Direction New York. Le rêve américain. Il veut devenir une star de la littérature, elle, un top modèle. Et là, c'est le mur. Le vrai. C'est un échec total et d'une violence. L'Amérique ne veut pas de lui. Il n'est personne. Le poète adulé de Moscou devient le clochard. Son couple explose. Et l'humiliation suprême, c'est quand il trouve un boulot. Valet de chambre pour un milliardaire à Manhattan. Ah, lui, le rebelle absolu qui passe ses journées à servir un type qu'il méprise. Un symbole de ce capitalisme qu'il déteste. C'est terrible. C'est la castration ultime pour un personnage comme lui. C'est une chute vertigineuse. Et ce qui est crucial, c'est qu'il comprend pourquoi l'Amérique ne l'aime pas. Il n'est pas le bon réfugié. Il n'est pas une victime du communisme qui demande la pitié. Non, il est arrogant. Il est en colère. Alors l'Occident l'ignore. Mais on imagine bien que cette humiliation, elle ne va pas rester passive. Elle va se transformer en arme. C'est exactement ça. Dans la misère la plus totale, rongé par la colère, il trouve son vrai carburant.
Il commence à écrire son premier roman. Et ce n'est pas de la poésie, hein. Non. C'est un brûlot autobiographique, cru, sexuel, violent. Un livre écrit avec les tripes. Une déclaration de guerre au monde entier. Un livre que, évidemment, tous les éditeurs américains refusent. Et là, ironie de l'histoire, c'est la France qui va le sauver. Oui, le manuscrit atterrit à Paris et il est publié. Du jour au lendemain, la situation s'inverse. Limonov devient une célébrité. C'est l'écrivain branché, le bad boy russe que les salons parisiens s'arrachent. Mais pourquoi pourquoi cet engouement pour lui à ce moment-là? C'est une des forces du livre de Carrère. Limonov, c'est tout ce que l'intelligentsia française des années 80 recherche. Il est authentique, il est dangereux, il est sulfureux. Il n'est pas dans la théorie, il est dans la vie brute. Et il navigue dans des cercles politiques complètement opposés, c'est ça qui est fou. Totalement. Il fréquente aussi bien des gens d'extrême gauche que d'extrême droite. Pour les intellectuels parisiens, c'est un jeu, une posture. Pour lui, non. Ce sont des forces. Il cherche des alliés, n'importe lesquels, contre le système, contre ce centre mou libéral qu'il a appris à haïr. C'est à cette époque que Carrère le rencontre d'ailleurs. Il décrit très bien ce mélange de fascination et de révulsion. On sent un personnage sans aucune limite. Et puis, 1989, le mur de Berlin tombe. L'URSS s'effondre. Pour nous, en Occident, c'est la fête. Pour les monomorphes, c'est le signal du retour. Il rentre en Russie. Et ce qu'il découvre là-bas, ça le choque encore plus que sa propre misère à New York. Il est horrifié. Son pays n'est pas libre, il est humilié, pillé par des mafieux, des oligarques. Il voit le triomphe de ce capitalisme sauvage s'installer chez lui. Et pour lui, c'est une blessure insupportable, une humiliation nationale. Et là, tout bascule. Le poète, l'écrivain, il se meurt. C'est le politique, le guerrier, qui naît. Il n'a plus qu'une obsession, rendre sa grandeur à la Russie, par tous les moyens. C'est là qu'on arrive au point de non-retour. L'image qui a fait de lui un paria. Les guerres de Yougoslavie. Il ne l'excuse pas, mais il l'explique. Face au chaos, Limonov doit choisir un camp. Toujours. Il choisit celui des Serbes, les frères slaves, qui sont alors dépeints comme les méchants par l'Occident. Pour un esprit de contradiction comme le sien. Le choix est évident, Évident. mais il ne se contente pas d'un soutien intellectuel. Non, il y va. Il prend les armes. Et il y a cette image, terrible, filmée. On le voit, souriant, presque joyeux. Tiré à la mitrailleuse sur Sarajevo assiégé. Voilà, aux côtés de Radovan Karadzic. Pour l'Occident qu'il avait adulé, c'est fini. Il devient indéfendable, un monstre, un fasciste. Oui, la rupture est totale. Absolument. Mais dans sa logique à lui, il accomplit enfin l'acte fondateur. Il rachète la lâcheté de son père. Il est enfin dans la vraie guerre. Il applique encore la leçon de sa mère. Il frappe le premier. Et de la manière la plus choquante possible. Quand il rentre en Russie après ça, il n'est plus juste un écrivain. Il est un chef de guerre. Et c'est là qu'il crée ce parti au nom et au drapeau complètement fou. Le Parti national bolchevique, un mouvement de jeunes desperados comme il les appelle, des gamins perdus dans la Russie des années 90 qui cherchent un sens, une cause. Et Limonov leur offre tout ça. Et ce drapeau, c'est du génie politique ou de la pure folie? C'est les deux, c'est une provocation absolue. Le fond rouge, communiste. Au centre, un cercle blanc, comme sur le drapeau nazi. Et dedans, une faucille et un marteau noir. C'est un monstre idéologique. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond national-bolchevique? Carrère montre bien que Limonov accomplit quelque chose de fondamental. Il a fusionné les deux grandes frustrations du pays. La nostalgie de la puissance soviétique, le côté bolchevique, et la fierté nationale bafouée, le côté nationaliste. Il a créé une idéologie explosive, parfaitement adaptée au chaos de son époque, et ils deviennent les ennemis jurés du nouveau pouvoir, celui de Poutine. Oui, ils sont l'opposition la plus radicale. Leurs actions sont des happenings. Ils occupent des ministères, ils jettent de tomates sur des politiciens. C'est souvent non violent, mais la réponse du régime est d'une férocité incroyable. C'est ce qui explique le paradoxe Anna Politkovskaya. Comment a-t-elle pu le défendre? Parce qu'à cette époque, face à un pouvoir qui devenait de plus en plus autoritaire, son parti était l'un des seuls à oser le défier frontalement, avec un courage fou. Des centaines de ses militants, souvent très jeunes, sont jetés en prison, torturés, certains meurent. Ah oui. Et Politkovskaya, au-delà de l'idéologie qu'elle détestait, voyait en eux des victimes de l'arbitraire du pouvoir. Et en Limonov, un homme qui, malgré tout, se battait contre la tyrannie. Et le système qu'il a combattu toute sa vie finit par le rattraper. Poutine décide de s'en prendre à la tête. Limonov est arrêté.
Et les accusations sont gravissimes. Terrorisme, trafic d'armes, tentative de coup d'État. Il risque 20 ans de camp. L'agitateur, le rebelle, il se retrouve piégé dans les geôles du régime qu'il combat. On pense que c'est la fin, que le monstre va être dévoré par un monstre plus grand que lui. Tout le monde s'attend à ce qu'il s'effondre, qu'il soit brisé. Il est seul dans une cellule sordide. L'avenir semble totalement bouché. Sauf que, voilà, dans sa cellule, seul, complètement seul face à lui-même, il va accomplir l'acte le plus inattendu de sa vie. Et ce qu'il fait, ce qu'il devient pendant ces années de prison, va redéfinir complètement l'image qu'on a de lui. Alors, est-il un héros? Est-il un salaud? La réponse se trouve peut-être là, dans ces années de silence et d'isolement. Pour le savoir, il faut absolument lire cette histoire. Et la question que Carrère nous laisse, au final, ce n'est pas de juger Limonov, c'est de regarder ce personnage monstrueux et fascinant et de se demander quelle part de ce chaos, de cette rage contre l'humiliation, existe en nous et dans notre propre époque. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.